Dimanche à toutes et à tous dans un instant le sommaire de sa presse. Les agents de notation Moody's et SP ont ces derniers jours rabaissé leur note pour le Cameroun, situant désormais le pays à la frontière de l'incapacité à payer sa dette. Les deux agences appuient leurs actions sur le retard de paiement au titre du service de la dette extérieure par le Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun note pour le déplorer qu'une telle situation ne devrait pas se produire. Selon Siriso, le Cameroun est doté des ressources naturelles incommensurables et variées, dont une exploitation judicieuse au service de la nation nous mettrait à l'abri du surendettement actuel. Cet état de choses qui met en évidence le fait que seule une gouvernance erratique peut expliquer ce délabrement économique du Cameroun à la face du monde. Dans ce cadre, le patron des affaires économiques du parti de Maurice Kamto remarque qu'aucun emprunt effectué par le Cameroun n'a permis d'achever une réalisation dont l'exploitation permettrait de rembourser ne serait-ce qu'en partie la dette contractée. L'absence de vision du gouvernement en exercice des choix de politique économique à la porte-pièce ont sévèrement crevé les possibilités de croissance et ont contribué à détériorer le bien-être des populations locales. Les subventions des produits pétroliers relevées pour justifier les difficultés financières du pays explique Siriso sont un prétexte lorsqu'on observe que de 1997 à 2021, 8 674 milliards de francs CFA ont été détournés des fonds publics au Cameroun, toute chose qui représentait 78% de l'encours total de la dette étatique estimée à 11 109 milliards de francs CFA en septembre 2021 par le ministre des Finances et plus que l'ensemble de la dette extérieure estimée à soit 11% du total, soit 7 900 milliards de francs CFA à fin mars 2023. Mais lorsque SP a revu le classement du Cameroun à la hausse quelques jours après sa première sortie, cette décision réduit les possibilités du Cameroun à se financer à des taux préférentiels sur les marchés d'une part et d'autre part explique le recours de plus en plus marqué aux emprunts auprès des institutions privées qui pratiquent des taux d'intérêt très élevés. De même, ajoute-t-il, pour éviter des positions désastreuses dans les classements des agences de notation, les dirigeants du pays vont consacrer l'essentiel de la ressource disponible au remboursement de la dette et non plus au fonctionnement de l'économie. Le Cameroun émet donc par cette sorte de marasme les signaux d'un espace risqué où les investisseurs vont désormais se détourner de peur de perdre les capitaux qu'ils pourraient y injecter. Ces signaux sont aggravés par le régime d'impunité observé où des gestionnaires convaincus des détournements continuent d'assumer des charges dans les hautes sphères de l'État en dépit des faits qui leur sont reprochés. Note d'apercement du Cameroun. Comment le Cameroun est-il enlisé dans ce marasme économique? Quelles en sont les implications et les conséquences socio-économiques? C'est la trame de sa presse de ce jour. Invité au débat pour en parler, Yannick Eposé, journaliste syndicaliste, et Emile Messi, membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique public camerounais, Alain Mendouga, consultant à dynamique citoyenne et économiste, et le docteur Apollinaire Oko, qui est cité dans la charte de la santé. Il est question sociale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mise en nom Stéphane Zéokono, diffusion de l'émission en direct de la page Facebook de Panorama Papers. Pour l'un, assisté de Joachim Ipela, qui assure en même temps la réalisation. Collaboration Jordan est là, il y a score pour mieux. Je suis Serge Bicoy. Un break s'impose avant le débat proprement dit. Je suis Guy Roger Ba, tous les dimanches, j'écoute sa presse. Je suis Claude Ndam, je crois que vous connaissez l'artiste, le musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Santo. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Santo. Je suis Guy Roger Ba et j'écoute Radio Santo. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Santo. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du choc des idées. Ne dit-on pas Vous laissez parler les gens. Sa presse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés,
Allez, vous écoutez l'émission Zaprès sur la 90.5 FM Stereo, c'est la chaîne des majors. On zappe justement les faits économiques de cette semaine. Crédit aux entreprises, l'État du Cameroun relance la facilité de garantie de 200 milliards de francs CFA après l'échec de 2022. Selon le site d'investissement, selon le site spécialisé en questions économiques, Investir au Cameroun, le 16 août dernier à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, le ministre des Finances, Léopold Moutazi, a signé avec l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, APG, APCAM, et l'Association nationale des établissements de microfinance du Cameroun, une convention de garantie d'un montant de 200 milliards de francs CFA pour les prêts bancaires au profit des entreprises publiques et privées. Ce soutien à l'accès au crédit bancaire devrait permettre d'accélérer l'octroi des prêts aux entreprises et particulièrement aux PME, avec pour effet de relancer le crédit à l'économie et l'investissement privé dans les filières identifiées comme prioritaires par la stratégie nationale de développement 2020-2030, a précisé Léopold Moutazi. Bonjour Alain Mendouka. Bonjour Serge, bonjour chers auditeurs. Vous êtes économiste consultant à la dynamique citoyenne. Lorsque l'on voit une telle actualité économique, crédit aux entreprises, l'État du Cameroun qui relance la facilité de garantie de 200 milliards de francs CFA après l'échec de 2022, quelle analyse en faites-vous sur le plan économique? Disons qu'il s'agit d'une opération louable, n'est-ce pas, du gouvernement en faveur des petites et moyennes entreprises. Parce que la garantie va permettre aux banques de prendre davantage du risque, de prendre davantage de risques en faveur des PME, d'améliorer le niveau de financement des PME. Et par l'effet de levier, les 200 milliards peuvent amener, n'est-ce pas, les banques à financer un peu plus, notamment beaucoup plus que ce montant-là. Et je crois qu'il y a normalement deux guichets, même si c'est pas au niveau des banques même, c'est 170 milliards et 30 milliards pour les établissements de microfinance, notamment de deuxième catégorie. Donc c'est une bonne initiative qui va permettre d'augmenter le volume des interventions des banques dans l'économie. Et également en s'adressant à la collectivité des banques, notamment avec la PCAM et la NEMCAM, ça permet, n'est-ce pas, d'asseoir une distribution du crédit auprès de toutes les institutions concernées et également au niveau de tout le territoire, puisque le maillage permettant de faire que toutes les couches des PME et toutes les localités soient, n'est-ce pas, impactées par cette mesure. Donc il y a vraiment lieu de s'attendre à une augmentation, une accélération du financement des PME par les banques. Quelle peut être l'incidence économique d'une telle action? Disons que, bon, ça dépend du côté où on se place. Si c'est déjà, n'est-ce pas, du côté, ça va augmenter la production, parce que déjà la demande va pouvoir augmenter, puisque c'est les PME qui consomment, et notamment avec l'augmentation de la demande, l'offre va également suivre, ce qui va améliorer, n'est-ce pas, à entraîner mécaniquement une augmentation du PIB, une augmentation des recettes fiscales, une augmentation des exportations, et certainement à partir des secteurs de concentration choisis au niveau de la SND 30 qui concerne surtout l'import substitution, ça va permettre de baisser les importations et peut-être de rééquilibrer la balance de paiement, ce qui va permettre également avoir un impact sur la dette, parce que beaucoup d'éléments de dette sont liés aux très importantes importations qui assèchent toutes les devises. C'est alors que c'est la deuxième fois que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Finances, formalise cette garantie souveraine en faveur des entreprises, inscrite pour la première fois dans la loi de finances 2021. C'est toute chose qui avait déjà conduit à la signature le 22 juillet 2021 d'une convention similaire avec la PCAM et la NECAM, mais appelant de sources proches du dossier, la mise en œuvre de cet appui étatique à l'accès des entreprises au crédit bancaire s'était heurté à certains obstacles. Et Léopold Moutazi disait d'ailleurs qu'il voudrait signaler que cette facilité avait déjà été mise en œuvre en 2022, mais il faut le dire, nous n'avons pas eu, dit-il, le sentiment que vous, établissement de crédit et de microfinance, avez pleinement joué votre rôle tel que cela avait été convenu. Les résultats escomptés n'ont pas été à la mesure de nos attentes, a d'ailleurs confessé le ministre des Finances le 16 août 2023 à Yaoundé, en dénonçant au passage le rôle des banques et des établissements de microfinance dans l'échec de cette opération en 2022, afin que l'opération de l'année 2023 ne connaisse pas le même sort. Le mécanisme d'octroi de garantie a été réajusté cette année, dit-il. Les travaux de restructuration de ce mécanisme ont pris le temps nécessaire
pour prendre en compte toutes vos observations résiduelles, notamment celles relatives à la sécurisation des moyens de paiement en cas d'appel à garantie. Je voudrais donc, conclut-il, vous rappeler à vos engagements pour lesquels je ferai personnellement un suivi rapproché. Nous attendons de vous de la rigueur dans l'examen et la sélection des projets à soumettre à l'État. Je note par ailleurs que vous avez formulé vos prétentions de garantie, dont les montants exprimés se situent bien au-delà du plafond autorisé. Il y a donc espoir que la performance dans la mise en œuvre de cette facilité sera nettement améliorée en 2023, a laissé entendre le ministre des Finances au cours de la cérémonie du 16 août dernier. Est-ce qu'on peut justement espérer que les différents acteurs, les opérateurs économiques puissent justement s'investir de manière à pouvoir rapporter les devises relativement à cette action, Alain Medouka? Oui, je crois que la position du ministre ressort un peu les problèmes, les difficultés que les banques avaient à mettre en œuvre ou à profiter de cet instrument. Et donc, il y a eu, n'est-ce pas, des échanges où les banques ont mis en exergue toutes les contraintes qui sont les leurs. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il y a des mécanismes de garantie, des mécanismes d'appel, des procédures. Et je crois qu'à l'issue des travaux, oui, n'est-ce pas, il a été élaboré un manuel de procédure qui a été mis à la disposition des banques et pour lequel les banques ont contribué à la conception. Ça veut dire que chacune a intégré ses contraintes internes dans le manuel de procédure et on s'est assuré de la faisabilité de la mesure. Donc il y a tout lieu de penser que la plupart des banques qui se sont investies dans les travaux ont un manuel de procédure conforme à leur procédure interne et qui vont donc les permettre d'actionner le mécanisme. D'accord. Docteur Apollinaire Oko, bonjour. Bonjour, c'est Jémé Bikoy. Bonjour à nos nombreux auditeurs, les auditeurs de cette émission culte. Je vous remercie pour votre invitation. Merci bien. Secrétaire national à la charge de la santé et des questions sociales du mouvement pour le du Cameroun. Et cette semaine, justement, le parti a fait une sortie publique sur la notation financière. Malgré le revirement du Standard et Poor's, le MRC trouve que le pays émet des signaux d'un espace risqué. Le parti de Maurice Kamto dénonce d'ailleurs une gouvernance erratique, source du délabrement économique du Cameroun et soutient que pour éviter des positions désastreuses dans les classements des agences de notation internationales, les dirigeants du pays consacrent l'essentiel de la ressource disponible au remboursement de la dette et non plus au fonctionnement de l'économie. Comment en est-on arrivé là, docteur Apollinaire Oko? Eh bien, le MRC n'a fait que faire un constat. Vous rappelez là les termes du communiqué du secrétaire national de l'économie. Et il s'agit pour le MRC d'attirer l'attention, comme il a toujours fait, d'abord des pouvoirs publics, parce que c'est eux, ces pouvoirs publics-là qui sont en charge de nous garantir un bien-être et donc de prendre des décisions économiques qui permettent de mettre le citoyen camerounais à l'abri social, à l'abri du danger économique. Mais aussi à l'endroit des citoyens pour leur dire voilà la situation actuelle. Et donc, le communiqué auquel vous faites allusion est tout simplement le cliché de ce que vaut ou alors de ce qu'est le Cameroun actuellement du point de vue de son attraction, comment dire ça, de l'intérêt qu'il représente pour les potentiels investisseurs, son attractivité, merci, vis-à-vis de notre économie. Et comment avons-nous fait pour tirer le constat? Nous avons tout simplement pris les chiffres qui étaient disponibles et nous avons saisi l'occasion d'une actualité qui était celle de l'abaissement par deux grands groupes de notation internationaux qui ont abaissé les deux la notation du Cameroun, ce qui signifiait qu'il y avait là un problème important. Et ce qui signifie aussi qu'auprès des investisseurs internationaux, pour obtenir notamment des investissements directs étrangers, il y avait lieu de s'inquiéter pour notre pays. Pourquoi il y avait lieu de s'inquiéter? Lorsque votre note est abaissée, comme cela a été le cas, cela signifie que tous ceux qui suivent l'évolution des flux financiers, tous ceux qui scrutent la planète et notamment les différents États dans le but éventuel d'investir pour gagner, eh bien, ils auront vis-à-vis du Cameroun à partir du moment où Moody's et Standard & Poor's ont abaissé nos notations, ils seront très prudents vis-à-vis du Cameroun parce que c'est un pays qui, à leurs yeux, représentera davantage un risque qu'une opportunité. Et quand on est Camerounais, forcément, on est attristé par ce genre de choses. Nous avons donc relevé dans la suite du communiqué que vous avez bien lu et reçu tout à l'heure, qu'au-delà de cet abaissement, il y a lieu de s'inquiéter parce que
toutes les raisons, ou alors l'essentiel des raisons pour lesquelles nous nous sommes endettés, ne permet toujours pas à l'économie camerounaise de rentabiliser ces dettes-là. Si vous considérez les grands chantiers qui ont été lancés pour certains il y a plus de 13 ans aujourd'hui, vous remarquez, avec beaucoup de douleur en tant que Camerounais, que nous avons assisté tour à tour à des cérémonies de lancement, à des cérémonies de pose de première pierre, mais que depuis là nous attendons toujours, et ce tour à tour les cérémonies d'inauguration. Je me rappelle encore de la grande sortie du président de la République en 2011, je crois, lorsqu'il avait lancé le pont en eau courant de Kribi. Je me rappelle de toute la campagne médiatique qui a été faite autour de Menvele, de Lompanga, de Mekin. Et je constate que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas assisté à la réception formelle en bonne et due forme de tous ces grands investissements qui ont été des gouffres financiers et qui sont de beaucoup dans la dette actuelle du Cameroun. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que nous avons, depuis mars 2023, dépassé la barre des 12 000 milliards de dettes. Ce qui est un problème important, en particulier pour une économie qui est faible. Parce que, comme nous le rappellent souvent les économistes, ce n'est pas tant le montant de la dette qui fait peur, ce n'est pas tant le pourcentage que cela représente vis-à-vis du produit intérieur brut, c'est davantage la capacité pour une économie à rembourser. C'est-à-dire qu'une économie peut être endettée à 10%, et avoir les difficultés à rembourser qu'une autre économie qui est endettée à 40%, 60% n'a pas. Parce que son économie permet de mobiliser les capitaux et donc de rembourser. Mais lorsque vous avez justement dans le contexte actuel un pays qui peine à rembourser ses dettes, vous comprenez qu'être à plus de 12 milliards de dettes, 12 milliards 200 et poussières, c'est un motif de préoccupation important pour tous les Camerounais. 12 000 milliards, voilà. C'est un motif de préoccupation important pour les Camerounais. Et on a l'impression, et je le dis avec beaucoup de peine, que le plus grave est à venir. Parce qu'une fois qu'on a fini de constater que la dette est élevée, qu'on a constaté que les raisons pour lesquelles nous sommes endettés ne sont toujours pas productives et que la non-mise en œuvre ou alors l'incapacité qu'a eu le gouvernement jusqu'ici à faire en sorte que l'investissement contracté ne soit productif pour rembourser la dette d'une part, mais aussi améliorer les conditions de vie des Camerounais, il faut remarquer encore que nous sommes dans un contexte globalisé de corruption. Lorsque vous prenez, ne serait-ce que le dernier rapport de la Chambre des comptes qui épinglait de manière factuelle, non pas sur la base d'opinion, de subjectivité, mais sur la base de faits, épinglait certains gestionnaires de l'État, et que l'on soit dans un environnement où on peut avoir été épinglé par la plus grande juridiction en matière de comptes au Cameroun, la Cour des comptes, mais la Chambre des comptes, pardon, mais que cela ne soit suivi d'aucun effet, ni sur le plan politique, ni sur le plan administratif, ni sur le plan judiciaire. Vous comprenez que pour ceux qui regardent le Cameroun, les investisseurs, ils se disent qu'en plus même d'être dans une mauvaise posture, ces personnes ne sont pas pressées, n'est-ce pas, de demander des comptes à ceux qui mettent à mal leur économie. Donc je pense que nous sommes mal partis et j'espère et nous souhaitons que ceux qui sont en charge du pays prennent des décisions qui non seulement permettront de donner l'impression aux Camerounais qui sont préoccupés par cette situation, mais aussi de donner les signaux extérieurs au Cameroun, notamment aux investisseurs, que le Cameroun est un pays qui peut se relever, est un pays qui peut inspirer à nouveau confiance et peut-être attirer de nouveaux capitaux. Parce que pour le moment, il faut le considérer, ce n'est absolument pas le cas. Alors, est-ce que le Cameroun est mal parti au vu de la notation du Standard & Poor's? Disons que le revirement qui est arrivé par rapport à Standard & Poor's dans son évaluation et Moody's dans sa notation, il y a un élément ponctuel. Lequel? Oui, parce que il y a une situation de tension et où l'État a eu un décalage de recettes, tel que c'est dit dans la note, et avec 3 options. Et l'option a été de retarder le paiement. Le paiement a été raté 2 semaines parce que, dit-il, l'État a privilégié des dépenses propres, notamment relatives à la sécurité et au financement de la subvention sur les carburants. Et ce retard a été compensé quelques jours plus tard. Et donc d'où la décision d'abaissement de la notation et de relèvement par la suite. Disons que plus globalement, n'est-ce pas, on va peut-être faire une intervention à 2 niveaux. On va bien parler de la notation et puis aussi qu'on s'entende sur la stratégie
d'endettement de l'État et la stratégie de remboursement de cette dette. Concernant la notation, on va dire que les agents de notation, en fait, les notes servent à évaluer le risque de non-remboursement. À partir d'un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de critères qui sont pris en compte, les agences de notation fixent des notes qui seront généralement classées en 4 catégories. Et il y a plus de 150 agences de notation dans le monde, mais il y a 3 principales qui représentent environ 94% des notations. Standard & Poor's pèse environ 40, Moody's 40, Fitch Ratings, qui lui est français, pèse environ 14%. C'est les Big Three dans le secteur. Donc la notation sert à évaluer le risque de non-remboursement d'un emprunteur. Donc une banque ou toute personne qui souhaite investir se renseigne, n'est-ce pas, et évalue la note. Sauf que maintenant, avec le système qui est mondialisé, les prêteurs, les investisseurs ne sont pas supposés avoir le thème ou connaître, n'est-ce pas, les secteurs vers lesquels ils investissent, les pays qu'ils financent ou les entreprises qu'ils financent. Et donc, les agents de notation sont donc là pour leur donner l'information financière qui permet, n'est-ce pas, de mesurer le risque et donc de choisir. D'autant plus que en matière de rémunération, plus le risque est élevé, plus la rémunération est également élevée. Donc, c'est un ajustement qui se fait. Donc, voilà un peu le rôle des agences de notation. Et s'agissant de S&P, dans ce domaine, S&P a estimé que l'État a connu un retard de remboursement sur une échéance. Bon, qui veut dire, en fait, vous allez prendre sur les 11 dernières années, l'État n'a pas connu le moins de retard de remboursement. Et ils ont mis en place, au niveau du ministère des Finances, un mécanisme qui suit, c'est-à-dire que chaque mois, notamment je crois sur le 15 du mois, hein, suivant mes informations, ils prélèvent sur le compte unique du Trésor un montant qui est affecté au remboursement, au service de la dette, oui, au niveau de la Banque centrale. Et c'est à partir de là que ça permet. Mais sauf que à cette occasion, il y a eu un décalage de quelques jours, et parce que justement, l'État avait privilégié certaines dépenses intérieures. Donc ça a été un signal négatif qui a été un rappel très mal interprété par la communauté des agences de notation. Bon, c'est vrai, nous sommes en situation de guerre économique en termes de stratégie. Vous savez que avec la loi de 2023, la loi rectificative 2023, oui, il y a un emprunt auprès du secteur privé international de 200 milliards qui est piloté par... donc maintenant, des informations telles que celles-là auront pour finalité d'augmenter les taux d'intérêt auxquels le PERA fait face. Bon, parce que c'est une manœuvre organisée, certains le pensent, d'autres le disent, mais ça reste statique pour déjà préparer à s'endetter beaucoup plus. Bien maintenant, s'agissant de la stratégie d'endettement de l'État, oui, et je crois que le ministre l'a dit, que bon, la stratégie c'est l'allongement des échéances, la diversification des sources de financement et la multiplication des instruments financiers qu'il faut faire. Et on a l'impression quand même qu'il y a un seul objectif qui est suivi, c'est augmenter les possibilités d'endettement, mais sans regarder les autres contraintes qui sont là, c'est-à-dire que les risques liés à la stratégie d'endettement. Parce qu'on privilégie aujourd'hui l'endettement privé parce qu'il n'est pas assorti de conditionnalité, telles que lorsque ça fait l'endettement multilatéral avec FMI, Banque mondiale, ils vont entrer dans votre économie. Alors que le secteur privé, quand il vous prête, ne pose pas de questions, ils vous financent, ils attendent les remboursements à l'échéance. Mais sauf que là-bas, les taux d'intérêt sont élevés et les risques sont aussi très importants en cas de non-paiement. Parce que ça, vous prenez par exemple sur l'Eurobonds, oui, 2021, toute cette information va tout simplement augmenter le volume de remboursement. Parce que les coupons annuels qui sont les remboursements sont adossés sur le taux d'intérêt estimé par les agences de notation. Donc il y a lieu, n'est-ce pas, dans la stratégie d'endettement de tenir compte des autres aspects. Même dans l'allongement des échéances, ça entraîne des conséquences vraiment plus importantes. Je me dis, vraiment, au niveau, les instruments de gouvernance dans notre pays ne jouent pas tous leur rôle. Parce que chaque année, le gouvernement, chef du gouvernement, fait une présentation à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale de la situation économique, financière et sociale de l'État, dans laquelle il y a la stratégie d'endettement.
et celle-ci parfois revient sans critique. C'est un peu ça qui pose problème. Et donc, vraiment, il y a lieu de revoir la stratégie, limiter, orienter même les engagements. Parce que quand on va prendre une dette commerciale, elle doit être orientée vers un investissement productif. Quand une dette auprès la dette commerciale, en fait, c'est celle qui est prise vers les privés. Parce que bon, la dette bilatérale, c'est l'État-État, et multilatérale, c'est des structures dans les structures internationales qui sont. Donc, faire recours à la dette privée, ça doit supposer un type de projet dont la rentabilité va assurer le remboursement. Et peut-être les autres types de dettes peuvent s'adapter à des appuis programmes ou bien à de la globalité. Donc voilà un peu ce que je peux dire en premier élément. Qu'est-ce qui coince par rapport aux instruments du gouvernement? Est-ce qu'ils doivent véritablement jouer leur rôle de manière à pouvoir avoir un levier judiciaire? Parce que, Apollinaire que je relevais tout à l'heure, la Chambre des comptes qui a rendu son rapport en rapport avec la gestion du Covid-19, mais jusqu'ici, des personnalités publiques qui ont été épinglées dans ce rapport n'ont jamais été déchargées de leur position gouvernementale. Ils sont toujours en poste. Qu'est-ce qui coince en réalité? Est-ce que ce n'est pas le politique qui tient véritablement l'ensemble de la stratégie de la gouvernance dont vous faites mention justement? Bon, disons qu'à ce niveau, vraiment, je pense qu'au niveau de la gouvernance, certains ont toujours estimé, même au niveau des organisations internationales dont le Cameroun a ratifié les accords, la Chambre des comptes, en fait, devrait être une cour des comptes qui peut donc faire de l'autosaisine. Mais en tant que Chambre des comptes, elle est limitée à un constat. Et donc, même si vous prenez la plupart des autres corps de l'État, en fait, ils font dans les instruments de contrôle, ils font des constats. Mais la saisine, maintenant, ou alors la mise en œuvre des instruments judiciaires, est souvent n'est pas, je peux dire quoi, globalisée. C'est-à-dire, bon, on fait le rapport, et puis bon, on attend la mise en œuvre. Donc, ça fait que ça pose ce problème. Et effectivement, concernant même la notation également, hein, parce que c'est un facteur de risque. Donc, c'est un facteur de risque. Donc, quelque part, ça contribue à baisser déjà la notation, Oui. à baisser la notation du pays et à limiter également les investissements directs étrangers. On a eu plusieurs cas, n'est-ce pas, de situations où des investisseurs se sont retrouvés en difficulté, bloqués. Donc voilà un peu. Alors, Apollinaire, est-ce que aujourd'hui, Alain Medouka parlait justement des stratégies de remboursement, notamment l'allongement des échéances, de même que les sources de diversification des dépenses. Quelles sont les stratégies ou bien les mécanismes d'action que l'UMFC propose notamment pour régler ce type de situation où nous sommes aujourd'hui enlisés dans un délabrement économique? D'abord, je voudrais dire qu'il y a un lien direct entre la gouvernance politique et la gouvernance économique. On ne peut pas, lorsqu'on fait une analyse sérieuse, séparer les deux. La preuve, c'est que d'ailleurs, nous le constatons tous ici, la Chambre des comptes, qui aurait dû être une cour de compte, effectivement, est une juridiction qui se limite à faire des constats. La question, c'est pourquoi. Si vous prenez la CONAC, c'est la même chose. La CONAC se limite à faire des constats, mais ça arrête là. Elle n'a pas un pouvoir de saisir les juridictions. Si vous considérez même la NIF, c'est la même chose. Ça veut donc dire que les choses sont organisées de manière à ce que, même lorsque des cas, j'allais dire flagrants, de détournement des biens publics sont constatés, eh bien, que cela ne dépende toujours que du bon vouloir du politique. Et dans le contexte camerounais, c'est du bon vouloir du président de la République. Ça pose un problème. Parce que si il faut que ce soit une personne qui régule, on peut même dire que bon, il y a d'une part les intérêts des Camerounais, mais lorsque cette machine se grippe et que des intérêts des étrangers notamment, des personnes qui selon nous sont en jeu, vous comprenez que là encore c'est un signal qui peut être dangereux. Donc il y a d'abord la dimension de la gouvernance économique. Il faut une justice qui puisse faire son travail sans être lié par le politique. Ça veut donc dire qu'il faut faire passer la Chambre des comptes à la Cour des comptes
donner aux magistrats de cette auguste institution-là la liberté de faire le travail sans avoir à être soumis aux politiques notamment. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire de manière claire. Deuxième chose, il faut lutter de manière résolue contre le détournement des fonds publics. De manière résolue, parce que quelles que soient les performances économiques d'un pays, notamment en termes de taux de croissance, lorsque toute cette production de richesse-là est au risque des personnes qui détournent les fonds publics et le font en toute impunité, eh bien, les performances économiques attendues, notamment pour le citoyen, ne peuvent pas prendre corps. Pour une raison simple, ce qui est produit est détourné par ceux qui sont en charge de la gestion de ces ressources-là. Donc, il y a la dimension politique que j'ai notée, il faut que ceux qui nous écoutent me suivent. Il faut laisser les juridictions comme la Cour des comptes et toutes les autres juridictions qui sont à un échelon plus inférieur puissent faire leur travail. Il faut que la corruption soit traquée de manière vivace. C'est pour ça d'ailleurs que le MS a toujours demandé la mise en application de l'article 66 de la Constitution relatif à la déclaration des biens. Je dois dire que depuis que la Constitution a été publiée en 2016, que la loi relative à cette déclaration des biens a été élaborée, seul un décret empêche à ce qu'au Cameroun, les hauts commis de l'État, qui soient membres du gouvernement ou des hauts cadres de l'administration, déclarent leurs biens. Et ça, nous avons là entre les mains un exemple manifeste du refus, j'allais dire du refus actif de lutter contre la corruption. Parce que si vous avez des personnes entre les mains desquelles on remet la fortune publique pour gestion, et que vous refusez dans le même temps d'avoir une sorte de curseur qui va faire la traçabilité de leur enrichissement, ça veut dire que vous faites de la promotion à la limite du détournement des fonds publics. Dans les pays qui veulent avoir un niveau à peu près acceptable de gouvernance, c'est le minimum, M. Serge Bikoy. Chaque fois qu'on devient président de la République, on déclare ses biens. Chaque fois qu'on devient ministre, on déclare ses biens. Chaque fois qu'on devient, que sais-je encore, directeur général, directeur dans une administration publique, on déclare ses biens pour qu'à la fin du mandat obtenu, l'État puisse faire la lumière sur votre enrichissement entre la période où vous avez accédé à ces fonctions et la période où vous les quittez. Mais si vous avez dans un pays tout ce schéma de bonne gouvernance là qui est verrouillé par la volonté d'une personne de ne pas signer le décret d'application de la disposition constitutionnelle, vous comprenez qu'il y a un responsable qui refuse que ne soit appliquée cette loi-là. Et ce responsable, il faut le dire très clairement, c'est le président de la République en fonction, M. Paul Biya. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas trouver des boucs émissaires dans son entourage. Il ne faut pas trouver des personnes qu'il a nommées par son bon vouloir pour mettre sur ces personnes-là la responsabilité, alors que lui-même, il est le seul qui peut signer le décret mettant en application la déclaration des biens. Et donc, à ce niveau-là, il a une responsabilité de premier plan, une responsabilité première, parce que c'est lui qui refuse que ne soit appliqué cet article-là. Il n'y a pas que cela. Maintenant, il y a autre chose que nous proposons. Oui. C'est la clarté dans la gestion de certains fonds. Vous savez par exemple toute l'opacité qu'il y a autour de la gestion des fonds pétroliers au Cameroun. Si vous lisez le communiqué que nous avons produit, vous allez noter que nous avons rappelé à l'opinion ce qu'elle sait déjà, à savoir qu'entre 1997 et 2021, 8 674 milliards ont été détournés. Ce sont des chiffres publics. Qu'est-ce que ça veut dire, Serge Bikoy? Ça veut dire que le pétrole, qui est une richesse nationale et que nous exportons, ne bénéficie pas aux Camerounais. Et donc, la question n'est plus de savoir si le Cameroun est un pays riche ou pas, si nous avons du pétrole ou pas, si nous avons des ressources, des matières premières ou pas. La question est de savoir qui sont en charge de ce pétrole-là, qui sont en charge de ces matières premières et qu'est-ce que ces personnes en font. Lorsque dans un pays, on peut, pour le seul pétrole, détourner 8 674 milliards, il y a un gros problème. Donc, on aura parlé de l'endettement, on aura parlé de tout ce qu'on parle. Si nous ne mettons pas un accent sur les hommes choisis pour diriger le pays, nous faisons une fausse analyse, ou en tout cas une analyse partielle et donc biaisée. Donc, l'un des leviers sur lesquels il faut agir, c'est les hommes qui sont en charge de diriger le Cameroun. Autant nous faisons le constat que le président de la République actuelle et tous ceux qu'il nomme à des postes de responsabilité, notamment les postes de gestion, sont défaillants.
notamment si on s'en tient aux différents rapports de la Cour des comptes, si on s'en tient à ces chiffres de détournement des deniers publics, autant le Cameroun, s'il le souhaite, les Camerounais, s'ils le souhaitent, peuvent te doter d'une équipe dirigeante nouvelle qui permettra, sur la base d'un contrat démocratique désormais, de se mettre à l'œuvre et, lorsqu'il y a des détournements, de frapper avec des sanctions sévères. Donc, je pense que l'un des aspects également qui correspond à une solution, c'est de donner au pays les dirigeants qui doivent avoir. Ceux qui ont à cœur le devenir du Cameroun, ceux qui ont à cœur la dignité de notre pays et ceux qui ne participeront pas, n'est-ce pas, à ternir l'image du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Indépendamment du fait qu'on soit ou du parti au pouvoir ou de l'opposition, chaque fois que vous avez des performances comme telles que nous décrivons ce matin, il y a toujours quelque chose qui vous chagrine en tant que Camerounais. Vous dites, voilà à quoi ressemble notre pays à l'extérieur. Aucun Camerounais ne peut être fier qu'on présente notre pays comme étant un pays qui est incapable de tenir parole. Aucun Camerounais, aucun. Même quand on est opposé au régime actuel. Mais la question c'est de savoir, lorsque cela arrive, donc qu'est-ce que ceux qui sont en charge du pays font? Est-ce qu'ils s'amendent? Est-ce qu'ils font la sourde oreille? On a l'impression qu'ils font la sourde oreille. Parce que même ces affaires, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment avec la Cour des comptes, lorsqu'un rapport comme celui est rendu public, tenez-vous bien, Serge Bikoy, ces investisseurs-là sont au courant. Les banques à l'international sont au courant. Les investisseurs étrangers sont au courant. Donc, s'ils observent que dans un pays, des responsables en poste sont épinglés et le pays ne fait rien, ils comprennent très bien que leur argent peut être investi, peut être détourné et il ne s'en suivra absolument rien. Et ça, c'est une manière, comme d'autres, de ternir l'image du Cameroun. Et donc, il faut que les Camerounais se dotent d'un leadership qui permettra que, lorsqu'il y a un écart de comportement, l'État sévit avec vigueur et fermeté. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, malheureusement, on assiste à un régime où le chef du régime couvre les détournements de fonds publics et empêche de toutes ses forces que nous soient mis en application la déclaration des biens prévue par la Constitution. Allez, mais quel est votre regard critique sur la gouvernance de manière globale au Cameroun et singulièrement sur les choix de politique économique des dirigeants camerounais? Bien. Serge Aimé, disons que je suis un peu gêné là parce que j'ai l'impression que je me suis trompé d'émission. Non, comment ça? Moi, je suis venu pour une émission scientifique, technique. Je ne savais pas que je suis à political propaganda. Non, c'est vous le technicien. Ça dit vous présentez les indicateurs statistiques qui font l'objet d'intérêt et d'analyse. Lui, il est libre de se focaliser sur la dimension éminemment politique. Étant donné justement que c'est... Là, je ne suis pas le technicien d'un parti politique, il fallait me dire. Très sincèrement, je suis surpris, un peu déçu. Non, vous êtes le technicien, vous êtes expert en sciences économiques. Il fallait me le dire. Habituellement, quand c'est un échange, ici, il y a des partis que les différentes parties ou certains partis soient là. Je ne suis pas là-bas un parti pour être technicien. Non. Là, vous donnez un regard essentiellement scientifique sur des questions éminemment économiques. Et maintenant, quitte à lui de voir comment... Là, vraiment, je suis... bon, ma foi, si les deux partis étaient là, je sais que je donne ma position. Non, ont été communiqués. Ils ne sont pas arrivés. On les attend toujours. C'est Émile Messi qui a été décidé par le comité central. Là, vraiment, très sincèrement, je suis... enfin, le format ne m'arrange pas. J'aurais été informé, je ne serais pas venu. Donc, bon, pour donner ma position, n'est-ce pas, sur la situation du gouvernement, je crois qu'il y a des institutions publiques qui sont là, qui rendent leur rapport, même si ce n'est pas suivi des faits. La situation sur la gouvernance est connue par ces organisations, même au niveau international. Il y a des agences ou alors des indicateurs sur la gouvernance des pays. Donc, que la situation est vraiment difficile avec les contraintes actuelles, notamment au niveau des contraintes internes avec le dispositif sécuritaire, le changement climatique qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus ce qu'on produit et à quelle saison il faut pouvoir s'adapter, et les contraintes externes qui sont extrêmement fortes, notamment la guerre en Ukraine et la situation post-Covid qui ont amené une raréfaction des ressources et une volonté une volonté pour chaque pays, n'est-ce pas, de raccourcir la production, donc du champ à l'assiette. Ça fait donc que évidemment chaque pays se tourne vers ses forces internes pour pouvoir dépendre le moins possible des chaînes logistiques, ce qui
obère, n'est-ce pas, les capacités d'exportation des pays comme les nôtres. Mais il y a également peut-être le problème au niveau du transfert de technologies, où aujourd'hui, en termes que ce soit de financement, que ce soit de technologie, on a des véritables difficultés nous-mêmes à exploiter nos propres richesses. Au-delà de toutes ces contraintes, de tous ces facteurs limitants, il faut quand même avouer que le pays regorge de nombreuses ressources qui auraient pu, n'est-ce pas, nous permettre d'être dans une meilleure position que celle dans laquelle nous situons aujourd'hui, que ce soit les classements en termes de PIB, que ce soit en termes d'IDH, que ce soit en termes de niveau de vie, que ce soit en termes tout au moins, on va dire, sur les ODD. Hein, on a travaillé sur les OMD dernièrement, où véritablement les performances n'étaient pas au rendez-vous, parce qu'aux ODD, et sur les 17 indicateurs, il y en a très peu qui sont atteints. Et pourtant, c'est chaque pays lui-même qui fixait les cibles et les objectifs à atteindre. Et ce qui même avait été fixé par l'État avait semblé pour la société civile quelque chose de modeste. Et malheureusement, même certains de ces objectifs modestes n'ont pas été atteints, notamment l'accès à l'école, la lutte contre la faim, l'autonomisation des femmes, les indicateurs sur la santé, notamment le taux de mortalité, le taux d'incidence de décès, à l'éducation, le chômage, les emplois décents. Il faut véritablement fouiller pour trouver des performances qui ont été atteintes par rapport à des objectifs que certains avaient même déjà jugés modestes et avec les éléments qui étaient en main. Bien, maintenant, il y a quand même certains points, n'est-ce pas, où le pays essaie d'avancer, notamment au niveau de la production, n'est-ce pas. Vous prenez certains denrées alimentaires quand même qui ne sont plus importées, ou tout au moins à grande échelle. Vous prenez le poids des exportations au sein de la zone CEMAC, où quand même le poids du pays augmente, malgré la montée en puissance agricole, notamment avec le projet de Bongo Gabon Vert, qui a fait qu'ils sont montés en puissance certains produits tels que l'huile de palme et la production de viande, différentes viandes, où on n'exporte plus vers ces zones-là, mais on continue à être le grenier, un nourricier de la sous-région. Donc voilà un peu maintenant sur les secteurs de concentration. Je crois qu'en termes de stratégie, il y a peut-être, on a beaucoup de richesses, il faut faire dans la diversification, c'est vrai, mais il faut avoir un ou deux secteurs où vous avez le leadership, c'est-à-dire que vous pouvez influer sur les prix, parce que quand vous êtes en situation de cornerstone, c'est-à-dire que des leaders sur un marché, vous avez la capacité à impacter les prix dans ces domaines. Malheureusement, nous avons reculé dans certains classements et en diversifiant, il est difficile de trouver un produit. Nous sommes dans les 3 premiers aujourd'hui, que ce soit le cacao, le café, le coton, la production bovine, les oléagineux ou certains autres produits, les VA. Mais il est donc souhaitable, tout en diversifiant, de se spécialiser dans un ou deux domaines, n'est-ce pas, fortement rentables pour faire pouvoir influencer les prix, être en position de leader ou bien de vice-leader. Quels sont ces secteurs prioritaires dans lesquels justement le Cameroun peut davantage s'investir de manière à pouvoir impacter économiquement les différentes statistiques en matière de développement économique? Disons que, disons certains se plaignent souvent quand même, à raison parfois, que au niveau des textes ou des documents, le Cameroun est fortement... nous avons le plan national des investissements agricoles qui a été mis en place en 2014 et qui notamment a ciblé quand même certains secteurs de production, n'est-ce pas, vers lesquels on a le potentiel d'avoir le leadership. Donc, il y a sur le plan de plan industriel également qui a ciblé avec certaines mines, certaines exploitations où on peut également avoir des positions de leadership là-dedans. Mais parfois, le recensement ou la mise en valeur de l'exploitation sont assez difficiles. Parce que et parfois certains éléments sont remis en question. On a par exemple que on a fait le plan national des investissements agricoles en 2014, alors que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. C'est-à-dire donc la situation de référence même sur laquelle on fait la planification
est sujet à question, parce qu'on ne connaît même pas encore. Et donc, je crois que le résultat de ce recensement doit pouvoir, après une analyse comparative avec les autres pays, puisque nous sommes en situation de guerre économique avec tout le monde, pouvoir identifier véritablement le secteur porteur. Aujourd'hui, en l'absence d'un état des lieux, n'est-ce pas, avéré, et en l'absence d'une maîtrise de la dynamique climatique telle qu'elle est là, on ne peut pas véritablement dire que non, voici la situation, et au plan comparatif et des capacités nationales, on rentre sur de la guerre des nations, tout simplement. Quel est le secteur où nous sommes sûrs de pouvoir être en première, deuxième, troisième position? Bon, historiquement, ça a souvent été le cacao, le café, je ne sais pas. Ou alors être, n'est-ce pas, dans les productions normées qui créent des marges avec des labellisations, un peu comme Penja ou autre, où on peut véritablement donc trouver des labels qui s'exportent et qui peuvent se commercialiser pour garantir, n'est-ce pas, des marges importantes. Mais tous ces efforts ne peuvent avoir qu'à travers une amélioration de la transformation locale. Et donc, peut-être on parlait tout à l'heure des grands projets. En fait, sont le secteur de l'énergie et des transports sont véritablement la condition d'un décollage pour ces investissements. Parce que si vous prenez les pertes, même après récolte, sont trop importantes dans notre système à cause des transports et à cause du déficit énergétique. Bien, lorsque l'on voit certaines statistiques qui ont été rendues publiques ces derniers jours, on parle notamment des subventions des produits pétroliers relevées pour justifier les difficultés pécuniaires qui sont le prétexte lorsqu'on observe que de 1997 à 2021, 8 674 milliards de francs CFA ont été détournés des fonds publics au Cameroun. Quand on voit ce type de chiffres-là, en tant qu'économiste, le premier regard est lequel? Bon, disons, les données brutes en fait n'ont pas véritablement de poids. Hein. Ça dépend de comment elles sont évaluées. Ça, comment nous, on aime, n'est-ce pas, des données analysées ou des proportions qui permettent un peu de savoir. Si vous mettez que bon, vous allez mettre ça et que vous mettez sur un nombre d'années, quand vous ne disiez pas le nombre d'années, vous vous retrouvez à des résiduels qui ne sont pas également. Est-ce qu'il s'agit de détournements locaux? Est-ce qu'il s'agit de la corruption? Est-ce qu'il s'agit de l'endettement sur le nombre d'années? Et donc, à partir du moment où on peut disséquer, analyser, là, on a vraiment les éléments de réponse. On dit de manière 8 800 milliards, si vous prenez. Aujourd'hui, nous sommes un PIB autour de 30 000 milliards, avec un endettement, on va dire un endettement connu. Parce que bon, même au niveau de la dette, là, il faut savoir que c'est celle qui est connue. Mais on a un autre type d'endettement qui est encore en cours d'examen, qui n'entre même pas encore dans la dette globale. Donc nous, on situe au niveau de la plateforme dette environ, au niveau d'endettement à 16 000 milliards. Parce qu'il y a la dette des entreprises publiques dont l'estimation n'est pas encore, des établissements et entreprises publiques dont les estimations ne sont pas encore achevées. Il y a la dette des collectivités territoriales décentralisées qui est même encore, les évaluations sont à l'état embryonnaire. Donc, c'est sur la base, n'est-ce pas, des informations détaillées, n'est-ce pas, des proportions, des mesures, des analyses comparatives avec d'autres pays qui, parce que nous ne sommes pas isolés. Et bon, ailleurs, par exemple, si on a identifié les pays qu'on pense les plus vertueux, ou alors qu'on pense au niveau du Cameroun, et qu'on a donc des proportions pour dire que bon, voilà ceux qui, on pense que ceux-ci, ils ont la déclaration de biens, ils ont tel élément, donc ils sont vertueux, ou tout au moins s'ils tendent vers là. Quel est leur niveau, n'est-ce pas, de résiduel de la corruption, ou bien des détournements, et quel est le niveau du Cameroun au plan comparatif dont ça nous permet, et quelles sont les causes, les contenus. Là maintenant on peut avoir une appréciation et donner une orientation voulue, n'est-ce pas? Bon, mais ceci étant dit, quand même, disons que les poches de détournement ou de la corruption, c'est deux types de corruption. Il y a la corruption galopante qui est celle avec les gros montants, les gros chiffres, on va dire que éligibles pour la plupart au TCS. Et il y a la corruption rampante qui concerne, n'est-ce pas, tous les petits trucs que nous faisons, qui sont faits au quartier, un proviseur qui recrute sur la base de ceci, à l'hôpital il y a tel jeu,
peut-être de quelqu'un, des fonctionnaires décédés qui ne sont pas déclarés par les familles. Ça, c'est la corruption rampante qui n'est pas évaluée. Donc, je me dis que les données là concernent essentiellement la corruption galopante. Et s'agissant de cela, je crois que effectivement, l'effort de sensibilisation, un effort également au niveau de l'organisation judiciaire, au niveau de la formation, n'est-ce pas, et de la mise en œuvre de la formation et de la sensibilisation sont d'abord les éléments les plus importants. Parce que beaucoup de ces éléments-là sont faits sans que, parfois c'est à la méconnaissance de certains dirigeants qui ne sont pas bien formés en matière de gestion. C'est-à-dire qu'on a beau être agrégé en médecine, il faut quand même une petite formation en management lorsqu'on est appelé à diriger une institution qui brasse des ressources comme un hôpital. Bon, est-ce que on sait que l'ISMP a été là pour... mais il y a certains, je suis assisté à la situation au tribunal, on a demandé à un dirigeant qui avait fait plus de 10 ans. Oui. Que bon, à la fin, il dit que non, moi je suis dans tel domaine et j'ai eu à diriger, on m'a désigné pour une institution, j'ai commencé à diriger. Je dis que mais bon, toutes ces années-là, tu n'as pas fait même un tour à l'ISMP là. Il dit que c'est où? Donc, avec, là, parce qu'avec des camps, donc parfois il y a des détournements où le manager n'est pas au courant de la procédure. C'est une équipe interne parce qu'il y a un déficit de contrôle, un déficit de suivi, un déficit de capacité à analyser. Donc voilà, n'est-ce pas à mon sens, les axes vers lesquels il faut abonder. D'accord. Apollinaire, est-ce que les deux déterminants tels que la situation post-Covid et la crise russo-ukrainienne ont contribué à impacter sur l'essor économique des différents secteurs ici au Cameroun? Merci pour la question, Serge May. Avant de répondre clairement à votre question, je voudrais d'abord commencer par rassurer l'expert sur ce plateau pour lui dire que personne ne l'a considéré comme un politique. Et je pense que nos auditeurs suivent très bien comment il fait des développements purement techniques. Il n'est pas, je suppose qu'il n'est pas du RDPC, il n'est pas du RNC en tout cas, et que personne ne viendrait le prendre pour un militant d'un parti politique. Et donc le rassurer. Je crois que si le régime devait, comme à son habitude, venir dans ce studio pour prendre des gens, je peux garantir à notre compatriote que c'est moi qu'on prendrait. Nous sommes habitués à ça. Vous, je crois qu'on vous mettrait de côté. Et je crois d'ailleurs que le discours de précision que vous avez eu tout à l'heure là permettra encore, s'ils sont en train de nous écouter, de savoir non, vraiment, c'est un économiste, il n'est rien d'autre. Donc, je voudrais le rassurer là-dessus. En même temps que je le rassure, en même temps, je lui dis que bon, nous sommes des politiques. Donc, quand nous sommes appelés à nous prononcer sur un sujet, nous n'occultons jamais la dimension politique parce que c'est elle qui est le déterminant du reste. Lorsqu'on parle du choix des hommes, c'est bien et bien le militant et le président d'un parti politique qui nomme les ministres au Cameroun. Vous ne pouvez pas changer ça. Et donc la coloration politique, on a beau faire ce qu'on veut. Tout à l'heure, vous citiez le ministre des Finances, c'est un militant politique, un responsable politique. Donc la dimension politique, elle nous intéresse parce que nous sommes dans le champ politique. L'expertise doit rester dans la neutralité scientifique telle qu'on la connaît. Même s'il faut regretter en tant que nos experts, et nous en avons beaucoup, même en économie, ne soient pas toujours écoutés par ceux qui prennent des décisions. Et c'est plutôt un règle de le dire. Maintenant, je reviens à votre question. Vous demandiez si la situation, voilà, post-Covid, je m'en voudrais si je disais qu'il n'y a pas eu un impact des activités de ces deux grandes crises sur l'économie nationale. Parce que si on ne prend que, si on laisse même laissons même tout ce qu'il y a eu